Rentrée des cours et tribunaux 2012-2013 avec pour thème l'ordre et la liberté dans un État démocratique. Cette rentrée présidée par le président Dioncounda Traoré a rappelé que seule l'union de tous les Maliens pourrait résoudre la crise que vit notre pays. À Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO se sont engagés à envoyer 3300 hommes au Mali pour la reconquête du Nord. Le sommet a également abordé la gestion de la transition en cours au Mali. Le monde célèbre le 14 novembre prochain la journée mondiale de lutte contre le diabète. Une occasion pour nous de nous intéresser à la maladie et aux préjugés non fondés dont sont victimes les diabétiques, qui sont environ 374 millions dans le monde. Focus Santé fait un zoom sur le cas du Mali. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. Bienvenue dans ce journal. L'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux au titre de l'année 2012-2013 s'est ouverte ce matin au CICB avec pour thème l'ordre et la liberté dans un État démocratique. Cette rentrée était présidée par le président de la République par intérim, président du Conseil supérieur de la magistrature. Occasion pour le procureur général près la Cour suprême d'insister sur la nécessité de taire nos divergences politiques et religieuses pour défendre le Mali et laver l'affront. Adama Djimdi. L'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux marque le début des activités normales après les vacances judiciaires. Le thème retenu pour la présente s'articule autour de l'ordre et la liberté dans un État démocratique. Dans l'état présent du monde, le thème de la rentrée judiciaire 2012-2013 peut paraître s'imposer de lui-même, tant il est vrai que les deux concepts qu'il comporte, à savoir ordre et liberté, résument le problème crucial de notre temps. Dans un véritable cours magistral, le rapporteur Dembatal, juge au tribunal administratif de Bamako, a planté le décor en deux parties. L'ordre et la liberté comme condition de la démocratie et la conciliation entre l'ordre et la liberté comme gage d'une bonne démocratie. Pour le président de la République par intérim, le thème de cette rentrée se pose en termes d'équation. Nous avons des concepts complémentaires, j'allais dire quasi identiques. Et cette complémentarité est essentielle à la cohésion sociale et au progrès économique. L'ordre et la liberté sont déterminants dans le fonctionnement d'un État démocratique. L'ordre constitue un cadre idéal à l'exercice des libertés qui fondent la démocratie et l'État de droit. S'agissant de la crise politico-sécuritaire qui traverse notre pays, le barreau n'est pas parti avec le dos de la cuillère. La présente rentrée judiciaire s'ouvre dans des conditions dramatiques, humiliantes pour notre pays, caractérisée par l'occupation des 2/3 du territoire national par des groupes terroristes sans foi ni loi, exerçant la terreur sur les populations paisibles. Et pourtant, le barreau du Mali a toujours prévenu. Ce barreau qui a été toujours présent au grand rendez-vous de l'histoire de notre pays, il avait prévenu, il avait alerté sans être écouté. Dans son réquisitoire, le procureur général près la Cour suprême a invité ses compatriotes à resserrer les rangs pour laver l'affront. Pour nous les Maliens, il est grand temps de taire nos divergences politiques et religieuses, de nous réveiller, hommes, femmes, jeunes et vieux, et de nous mettre en ordre. Ordre de bataille pour défendre notre terre, pour défendre le Mali et laver l'affront, afin de mériter de nos dévanciers, bâtisseurs de grands empires, pour qu'ils aient la paix dans leur tombe. Cette audience a enregistré la présence des membres de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Cette association a été créée pour permettre aux hautes juridictions francophones de se concerter et d'échanger de manière à mettre en place une véritable plateforme de coopération juridique et judiciaire dans la sous-région. Après cette cérémonie, la famille judiciaire est ainsi officiellement renvoyée à ses fonctions au titre de l'année 2012-2013.
Le président de la République par intérim est rentré hier soir en provenance d'Abuja au Nigeria. Il avait pris part aux travaux du 11e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, sommet qui a adopté le document de concept d'opération stratégique pour le déploiement d'une force militaire internationale. 3300 hommes vont composer la force. Le récit de nos envoyés spéciaux Dembawan et Awetouri. Après beaucoup d'heures de discussion, il n'y a plus d'obstacles, plus d'équivoques quant à la volonté de la CEDEAO de venir à bout de la crise malienne. Le document dit de concept d'opération stratégique préparé et élaboré ici même à Bamako a été adopté de façon consensuelle. Nous avons entériné le dispositif réaliste et pragmatique du concept opérationnel proposé. Ce dispositif facilitera très rapidement la préparation de la mise en place et la montée en puissance de la force internationale de stabilisation au Mali. Le travail purement technique des experts militaires et du comité des chefs d'état-major, examiné par le ministre, que nous venons de valider et de consolider, nous offre ainsi une sérieuse option vers l'autorisation du déploiement de la force militaire internationale au Mali. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous nous sommes entendus notamment sur la composition de la force, les termes de référence de ses missions, le volume de son effectif, la durée de son mandat et les modalités du déploiement des troupes. Il n'y a désormais plus d'équivoque sur la question. 3300 hommes composeront la force militaire internationale. Tous les pays de la CEDEAO sont prêts à y figurer. Le concours d'autres pays africains a été sollicité, le Tchad, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc. Pour ce qui est du financement, des contributions sont attendues de partenaires internationaux. Le document est en route aujourd'hui même pour Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, qui à son tour le transmettra au plus tard le 15 novembre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le 26 novembre, le document sera soumis à discussion et pour adoption. Les choses sont ficelées de telle sorte que tout va aller vite pour enfin une intervention militaire dans les zones occupées du Nord. La gestion de la transition en cours dans notre pays s'est invitée au sommet d'Abuja et une résolution a été adoptée dans ce sens. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. La résolution fixe les contours définitifs de la transition. Elle réitère la décision selon laquelle ni le président de la République, ni le Premier ministre et les membres du gouvernement ne pourront être candidats à la prochaine élection présidentielle. Et le délai d'un an reste maintenu pour sa durée. Ce qui me concerne, moi, j'ai déjà déclaré, même avant que je n'arrive ici pour assurer la transition, que moralement, je ne pensais pas être fondé à me présenter à l'élection présidentielle. Dès lors que je conduis la transition, ça ne me paraît pas très correct de vouloir me présenter à ces mêmes élections présidentielles. Donc je pense que tout à fait logiquement, tous ceux qui occupent une position prépondérante dans la conduite de la transition, que ce soit le Premier ministre, que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les autres chefs d'institution de la transition et que ce soit même les chefs des autres organes de la transition que nous pourrions être amenés à mettre en place, je pense qu'il serait correct qu'effectivement, il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Donc, comme vous dites, je prends acte de cette déclaration qui a été en fait une confirmation d'une position déjà énoncée par la CEDEAO il y a de cela quelques mois. Dans les tout prochains jours, le président Dioncounda Traoré présentera une feuille de route dans la conduite justement de la transition. Il n'y a que des priorités aujourd'hui. La priorité, c'est de continuer à faire tout ce qu'il faut pour apaiser le climat socio-politique à Bamako d'abord, parce que Bamako est devenu en quelque sorte un préalable pour tout le reste. Dieu merci, je pense que les choses vont assez bien aujourd'hui à Bamako. Il faudra s'efforcer de conforter tout cela. Et évidemment, il y a d'autres priorités, c'est l'organisation, par exemple, des concertations nationales qui devront proposer cette feuille de route dont vous venez de parler, mais qui devront également permettre de compléter
éventuellement les organes de la transition. Vous savez que lors de mon adresse à la nation le 29 juillet dernier, j'avais proposé un certain nombre d'organes qui viendraient en complément des organes de la transition existantes déjà. Voilà dit, le règlement de la double crise politico-sécuritaire dans notre pays amorce sa vitesse de croisière pour le soulagement surtout des populations des zones occupées. Et nous vous proposons de suivre après ce journal l'entretien que le président de la République par intérim a accordé à nos envoyés spéciaux. Un entretien qui porte sur les conclusions du sommet d'Abuja, sommet qui a consacré l'essentiel de ses travaux sur le Mali. Nous restons avec les activités du président de la République par intérim qui a reçu en début de soirée le haut représentant de l'Union africaine, le général Pierre Buyoya, en visite à Bamako. Il est venu partager avec le professeur Diankouna Traoré les missions qui lui sont assignées. Il s'agit notamment d'accompagner les autorités maliennes à stabiliser davantage les institutions de la République pour faire face à la reconquête des régions occupées par des islamistes armés. Le général Pierre Buyoya, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Ibrahima Traoré. J'étais donc venu me présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'étais venu lui dire quelle est exactement ma mission, qui est de renforcer l'action de l'Union africaine dans les efforts qui sont faits pour rétablir les institutions démocratiques, renforcer la transition et puis rétablir les institutions démocratiques au Mali, dans les efforts qui sont faits pour recouvrer l'intégrité territoriale du Mali, en particulier dans le nord du pays. Et ma fonction, c'est aussi de coordonner les efforts des acteurs africains, la CEDEAO, les pays du champ, les autres pays africains, pour aider le Mali à normaliser la situation. Coordonner aussi les partenaires extérieurs, et ceci en particulier dans le cadre du groupe de suivi et de soutien au Mali. Nous travaillons dans le cadre de 2 documents. Le concept stratégique qui indique globalement ce que nous faisons, la communauté internationale veut faire au Mali, mais aussi le concept opérationnel qui indique comment la communauté internationale, surtout la force militaire internationale, veut aider le Mali à recouvrer l'intégrité territoriale. J'étais venu lui répéter la vision de ces 2 documents, c'est la centralité du Mali et des Maliens, que c'est eux qui doivent jouer le rôle principal sur le plan politique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Et la communauté internationale, l'Afrique et le reste de la communauté internationale, nous sommes là pour les assister et nous souhaitons les assister d'une façon coordonnée. Au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim a adressé un message de félicitations à l'empereur du Japon, Sa Majesté Akihito, à l'occasion de l'anniversaire de l'accession de Sa Majesté au trône de l'Empire du Japon. Le président de la République par intérim lui a adressé, ainsi qu'au peuple ami du Japon et au nom du peuple du Mali, et en son nom propre, ses très vives et chaleureuses félicitations. Allons à présent à Ségou, où le Premier ministre a inauguré ce matin la 3e sucrerie du Mali à Mbéouani. Les premiers sacs de sucre Made in Mali de Nsoukala ont été appréciés par Cheikh Modibo Diarra et les autres invités de marque. L'usine a une capacité de production d'environ 105 000 tonnes de sucre par an. À travers de telles initiatives, le gouvernement souhaite assurer le besoin national et faire du coup le Mali un pays exportateur de sucre. La nouvelle sucrerie de Mbéouani est le fruit du partenariat Mali-Chine. Sa réalisation a coûté 80 milliards de francs CFA. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Ségou, Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara.
À des événements historiques, des mobilisations grandioses. Ainsi peut-on qualifier l'accueil réservé au Premier ministre à Béouani. Dr Cheikh Modibo Diarra est venu inaugurer la 3e sucrerie du Mali. Le complexe est le fruit de la coopération sino-malienne. En tant qu'une co-entreprise sino-malienne, la N-Sucala est une concrétisation de l'esprit de bénéfices réciproques et de gagnant-gagnant existant dans les relations sino-maliennes. Elle représente un modèle de la coopération pragmatique entre nos deux pays. N-Sucala SA a une capacité de production de 105 000 tonnes de sucre par an, 9 650 000 litres d'éthanol par an, 740 emplois directs et environ 10 500 emplois saisonniers. La réalisation de N-Sucala devra couvrir 50% des besoins de consommation du sucre au Mali. L'idée d'une 3e sucrerie est partie du constat que malgré une production locale de 35 000 tonnes par an et les énormes potentialités dont il dispose, notamment en terre et en eau, le Mali continue de débourser des dizaines de milliards tous les ans pour satisfaire aux besoins de consommation de sucre de ses populations. Tout en comblant une bonne part du déficit en sucre pour satisfaire aux besoins nationaux estimés à plus de 250 000 tonnes, cette usine va largement contribuer à rééquilibrer notre balance commerciale. Rééquilibrer notre balance commerciale, oui, mais l'ambition du gouvernement est d'aller au-delà. Il faudrait que nous puissions continuer jusqu'à ce que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, l'autosuffisance totale en matière de sucre et même essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons commencer à nous placer comme un pays exportateur de sucre. Parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a évidemment l'utilisation adéquate des terres pour la plantation de la canne, mais aussi il y a surtout la création d'emplois. Le volet agriculture du projet prévoit l'aménagement de 20 000 hectares dans 6 communes de la région de Ségou. Le chef de gouvernement apprécie la gestion environnementale du projet. C'est une usine avec des équipements les plus modernes d'aujourd'hui du monde. Deuxièmement, du point de vue environnemental, ça a été bien pensé parce que du début de la canne à sucre qui est broyée, qui est distillée, qu'on amène dans le centrifuge pour séparer la mélasse, n'est-ce pas, du sucre lui-même, la production d'alcool, tout ça est fait, mais même les déchets après, n'est-ce pas, sont utilisés d'une part pour créer, alimenter une centrale électrique pour produire de l'électricité pour les villages environnants et pour l'usine, mais aussi des déchets supplémentaires vont être utilisés comme engrais, n'est-ce pas, pour les champs. Auparavant, le gouverneur de Ségou et le maire de Sissako se sont réjouis des avantages de la nouvelle sucrerie de Béouani, notamment la création d'emplois et l'aménagement des terres cultivables. En clair, le complexe sucrier devra contribuer au bien-être de la population de Ségou, ont-ils ajouté. Au cours de cette cérémonie, le mérite est revenu à la partie chinoise qui, malgré les difficultés que traverse le Mali, n'a pas rompu sa coopération. Une coopération que les populations de Béouani entendent renforcer. Revenons à Bamako pour évoquer le sujet des élections. Pour qu'elles soient crédibles, transparentes et acceptées de tous, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a décidé de mettre en place un comité de pilotage de fichiers consensuels. Les partis politiques ont 72 heures pour désigner leurs représentants devant siéger au sein de ce comité de 30 membres. C'est la quintessence de la rencontre qui s'est tenue ce matin entre les partis politiques et le ministère en charge de l'administration territoriale, suivi par Daouda Sidiki Diarra. Pour cette rencontre avec les partis politiques, un seul sujet est à l'ordre du jour. Il s'agit d'opérationnaliser le comité de pilotage pour aller à l'audit du fichier consensuel et l'évaluation des résultats du RAVEC. C'était nécessaire compte tenu de l'urgence qu'on puisse rencontrer les partis politiques ce matin pour nous mettre d'accord sur leur représentation. Au sein du comité, qui est un organe qui est chargé d'établir et de maintenir la communication entre toutes les parties prenantes. C'est un organe d'orientation, de suivi et de supervision du déroulement des travaux d'audit et d'évaluation. Donc à côté et au sein même de ce comité, vous avez une solide technique quand même, en fait, qui est un regroupement d'experts qui sont issus des organismes qui composent
le comité de pilotage. Le choix du fichier électoral est très important pour les partis politiques. C'est pourquoi ils ont souhaité être représentés largement dans ce comité de pilotage. On propose 10 places pour les partis politiques. Vous conviendrez avec moi que pour 130 partis, il sera difficile de choisir 10. L'expérience du cas de la CENI est là. On a mis des mois pour arriver à un consensus. Alors donc par rapport au comité de pilotage, finalement je crois que ce qui est retenu, c'est d'aller vers les différents regroupements politiques qui vont en ce moment désigner leurs représentants au niveau de ce comité de pilotage. Certains représentants des partis politiques demandent au gouvernement d'organiser les élections dans un bref délai. Par contre, d'autres pensent qu'il faut libérer le Nord avant la tenue des élections. Pour l'administration, la reconquête du Nord ne doit pas empêcher les préparatifs des élections. Il n'est pas approprié de dire qu'il faut attendre la fin de la reconquête pour commencer à organiser les élections. Et cela nous amènerait probablement à organiser les élections un an après la reconquête. Je pense que les réflexions doivent quand même se poursuivre sur les deux fronts, de manière à ce que dès que la reconquête est faite, et que les élections puissent suivre dans le délai le plus court possible. Cela suppose quand même que nous disposons d'un fichier électoral fiable, que les dispositions matérielles sont prises pour qu'on puisse savoir le nombre de bureaux de vote, leur configuration, le nombre d'électeurs, ainsi de suite, de manière à ce qu'on attende tout simplement d'enregistrer des candidatures. Ce comité de pilotage sera composé des représentants des partis politiques, de l'administration, de la CENI, de la DGE, de la société civile, de l'Union européenne, entre autres. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation informe les partis politiques que dans le cadre de l'audit des fichiers, les noms des représentants des regroupements de partis seront communiqués à la Direction nationale de l'Intérieur. Chaque regroupement pourra fournir les noms d'un représentant titulaire et d'un suppléant pour siéger au sein du comité de pilotage. Il reste entendu que le suppléant ne peut siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le ministre remercie les partis politiques de leur collaboration. Les missions diplomatiques et consulaires ainsi que la diaspora viennent de remettre plus de 11 millions de francs CFA pour soutenir le gouvernement du Mali qui fait face à une crise humanitaire sans précédent. La somme a été remise au ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des personnes âgées à travers celui des Affaires étrangères. Le reportage de Mahamadou Doumbia. 11 242 320 francs CFA, c'est le montant que les missions diplomatiques et consulaires, les services extérieurs et la diaspora ont pu mobiliser pour soutenir le gouvernement malien dans la situation de crise que nous vivons. Aujourd'hui, notre ministère ainsi que ses démembrements à l'extérieur, en plus de la diaspora, ont pu réunir un montant de 11 242 320 francs CFA que j'ai le plaisir et l'honneur de remettre à Monsieur le ministre de l'Action humanitaire, des personnes âgées et de la solidarité. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées qui a reçu ces fonds a remercié en retour nos compatriotes qui ont pu exécuter ce geste tant patriotique. Quand on reçoit une manifestation de solidarité, aussi minime soit-elle, elle contribue à l'effort qui s'est installé dans notre pays et cette chaîne qui n'arrête pas de se renforcer de jour en jour. Et c'est aussi un réel plaisir que de constater que nos compatriotes qui sont à l'étranger restent quand même toujours préoccupés par les problèmes que nous avons à l'intérieur du pays. Déjà en février 2012, une première contribution de 5 millions de francs CFA avait été remise au gouvernement par nos compatriotes de la diaspora. Les travaux de formation au développement d'une méthodologie d'identification au Mali ont démarré ce matin. L'objectif est de renforcer le contrôle interne, maîtriser la méthodologie et les outils d'élaboration de la cartographie. La cérémonie était présidée par le ministre des Finances avec à ses côtés ses collègues de l'alphabétisation, de l'action humanitaire et de la santé. Alpha Maïga. Le contrôle de la gestion de l'administration publique est impliqué dans l'atteinte des objectifs de développement du pays. Ainsi, depuis un certain temps, le gouvernement de la République tient à améliorer la bonne gouvernance et du coup renforcer le système de gestion des finances publiques, d'où cet atelier.
Il s'agit de mettre en place dans les administrations des systèmes de contrôle d'intérêt fiables. Dans ce cadre-là, il y a un plan d'action qui a été élaboré. Et dans ce plan d'action, l'identification et le traitement des risques prend une place importante. L'application de l'approche d'audit par les risques, j'en suis sûr, permettra non seulement de renforcer positivement votre expertise, mais également de mettre en évidence des résultats concrets et durables au niveau des 2 ministères retenus. La présente formation a été grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers du Mali, comme la Banque mondiale. À cette occasion, le groupe cible les corps de contrôle interne de l'administration et les gestionnaires des ministères de la Santé, de l'Éducation et de l'Action humanitaire. Les défis de ces réformes sont très importants au regard des changements profonds dans les processus de planification, de budgétisation, d'exécution, de compte-rendu, de contrôle et de suivi-évaluation. Le management et l'audit public basés sur les risques apparaissent comme la clé de voûte d'une saine gouvernance publique. Par ailleurs, le ministre Koulibaly a rassuré les partenaires techniques et financiers que le gouvernement veillera à la pérennisation des connaissances acquises. Cela en vue de l'application de l'approche au niveau des autres départements ministériels. Hors de nos frontières, fin à Casablanca au Maroc, de la 2e édition du Forum international Afrique Développement à l'initiative du groupe Attijari Wafa Bank. Le forum visait à réfléchir sur les voies et moyens d'accélérer la coopération sud-sud. Plus de 1300 opérateurs économiques et décideurs politiques du continent ont pris part à cette rencontre. Au final, 3 entreprises africaines, dont Hand Investment du Mali, ont remporté les trophées de la coopération sud-sud. Envoyés spéciaux à Casablanca, Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. Les lampions se sont éteints sous la 2e édition du Forum international Afrique Développement de Casablanca au Maroc. Une rencontre de 2 jours qui a permis aux opérateurs économiques et décideurs politiques d'échanger sur les questions d'intérêt commun avec en toile de fond l'accélération de la coopération sud-sud. À l'heure du bilan, un chiffre à retenir. Plus de 1000 contacts ont été noués au cours du forum. Quelle implacable éloquence des chiffres. Et au top 5 des secteurs, le premier, c'est l'agro-industrie, avec plus de 250 rendez-vous. Le 2e secteur, les BTP, plus de 200 rendez-vous. 3e secteur, le commerce et la distribution, plus de 180 rendez-vous. Le 4e secteur, c'est les industries mécaniques, électriques et électroniques. Pas moins de 120 rendez-vous concrétisés. Et enfin, le transport et la logistique, plus de 100 rendez-vous. À entendre le PDG du groupe Attijari Wafa Bank, les objectifs du forum de Casablanca ont été largement atteints. Au chapitre des récompenses, 3 entreprises africaines ont été distinguées pour leurs activités en faveur du développement du continent. Il s'agit de Velekna du Burkina Faso, la compagnie sahélienne d'entreprises du Sénégal et Our Investissement du Mali. Ces entreprises ont reçu des trophées de la coopération sud-sud, moment d'émotion et de fierté. C'est un sentiment de fierté. Fierté pour mes collaborateurs d'abord et pour tout le Mali. Nous, on a commencé un travail depuis une trentaine d'années qu'on continue. Donc pour nous, il faut continuer sur ce chemin-là, de l'effort. Le forum de Casablanca a également formulé un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la mise en place d'un cadre réglementaire pour le développement des échanges commerciaux et la diversification des investissements dans les secteurs tels les télécommunications. Ce n'est pas tout. L'Afrique est en effet une terre de richesse et d'immenses opportunités qui l'ont hissé à l'avant-garde de l'agenda des grandes puissances et des opérateurs économiques internationaux. Il est donc de notre devoir de saisir ces opportunités pour en faire de véritables créneaux de croissance et de progrès à travers l'instauration d'une nouvelle dynamique de coopération entre les pays de notre continent et la traduction en initiatives concrètes de la volonté de ces pays de renforcer leurs relations de partenariat. Les conclusions du Forum international Afrique Développement feront l'objet d'un livre blanc, lequel sera soumis aux décideurs politiques du continent.
Et nous vous informons aussi de la réunion des ministres chargés des infrastructures, les États membres de la CEDEAO sur le programme de développement des infrastructures en Afrique. C'était à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, le week-end dernier. La rencontre à laquelle a pris part le ministre, colonel Abdoulaye Koumaré, a permis de valider un plan à court terme pour un développement immédiat des projets régionaux. Il s'agit de 51 projets identifiés comme prioritaires sur le continent africain qui devront être exécutés dans le cadre du plan d'action prioritaire d'ici 2020. 22 projets sont destinés à l'Afrique de l'Ouest, sur lesquels 19 concernent le Mali de manière directe ou indirecte. Ici, à Bamako, les experts de l'alimentation sont réunis pour évaluer la situation alimentaire du pays, organisée par le système d'alerte précoce SAP. La réunion annuelle procède à l'analyse des résultats provisoires de la campagne agricole 2012-2013. Si les perspectives sont prometteuses, les régions affectées par la crise sécuritaire peuvent connaître une situation difficile. Moïse Traoré. Les coordinateurs régionaux et les techniciens de la coordination nationale du système d'alerte précoce SAP passent en revue la situation agricole du pays. Pour la réunion d'expertise annuelle, ils sont une trentaine à analyser les résultats provisoires de la campagne agricole 2012-2013. Les perspectives de récolte sont globalement bonnes dans le pays. Aussi, il nous a été rapporté que les pâturages et les points d'eau sont suffisamment fournis à la faveur de la bonne évolution pluviométrique de cette année. Enfin, avec une crue relativement bonne, il est également permis au monde pêcheur d'espérer. La semaine d'évaluation s'ouvre en présence de Zlatan Milisik, le nouveau représentant du programme alimentaire mondial au Mali. Le PAM est un partenaire de choix du SAP. Excepté, n'est-ce pas, quelques zones où on a enregistré, n'est-ce pas, avec l'excès de la crue et l'excès même de la pluie par endroit, des inondations, notamment dans la région de Mopti, vous avez une partie du cercle de Djéné. Dans la région de Ségou aussi, peut-être une partie, n'est-ce pas, de San, et voire même Tomia, qui ont été victimes d'inondations. Ça peut jouer sur le résultat de leur production. Il y a un problème, n'est-ce pas, qui se pose, notamment à ceux qui étaient victimes de la grande crise de l'année dernière, ça c'est de 1, et aux populations, n'est-ce pas, du Nord, qui, à ce niveau-là, n'ont pas la liberté, n'est-ce pas, de circuler. L'afflux des populations déplacées à l'intérieur du pays peut causer des problèmes économiques aux familles d'accueil. Hors de nos frontières également, ces compatriotes font partie des populations vulnérables. L'approche d'assistance humanitaire peut être poursuivie à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Parlons santé. Au Mali, la pneumonie est la 4e cause de mortalité infantile avec 14% de décès. La journée consacrée à la lutte contre la maladie a été commémorée aujourd'hui à Bamako avec pour thème « Rôle de la communauté dans la lutte contre la pneumonie ». Occasion pour les initiateurs d'attirer l'attention des uns et des autres sur les signes et les symptômes de la maladie et l'importance de la vaccination des enfants. Ramata Konaté nous en parle. On ne cessera jamais de parler d'elle, elle qui, très meurtrière chez les enfants de moins de 5 ans, est à l'origine du décès de plusieurs millions d'enfants par an dans le monde, alors qu'il existe un vaccin pour la prévenir. Elle, c'est la pneumonie. Elle tue plus de 4 millions d'enfants par an, c'est-à-dire plus que le sida, le paludisme et la rougeole combinés. Ainsi, selon les statistiques mondiales, un enfant meurt de pneumonie chaque 15 secondes dans le monde et plus de 98% de ces décès surviennent dans les pays en voie de développement, surtout ceux du continent africain. Au Mali, la pneumonie est considérée comme la 4e cause de mortalité infantile avec 14% des décès. Chez les nouveau-nés, la pneumonie est la première cause de mortalité avec 32%, se présentant bien avant le paludisme, la diarrhée 19% selon les données hospitalières. Des chiffres que les initiateurs souhaitent voir à la baisse. Dans tous les cas, l'édition 2012 de la journée consacrée à la lutte contre la pneumonie était riche en informations. Informations sur la prévention, les causes, les signes et les symptômes de la maladie. Parmi les symptômes,
On peut noter la fièvre et le frisson, une toux sèche, une transpiration abondante et l'accélération de la respiration. Il faut rappeler que le Mali commémore la journée mondiale de lutte contre la pneumonie depuis 2009. 30 centres de santé communautaires de Ségala, dans la région de Caille, viennent de bénéficier de l'électrification solaire. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins dans les CESCOM concernés et les doter d'un kit solaire. Le projet est financé à hauteur de 90 millions de francs CFA, financé par la région Île-de-France en collaboration avec le conseil régional de Caille. Reportage de Kansoto Kanouté. Financé à hauteur de 90 millions de francs CFA par la région Île-de-France en coopération décentralisée avec le conseil régional de Caille et en partenariat avec la CADERCAF, ce projet d'électrification solaire de 30 centres de santé communautaires en région de Caille a pour objectif d'améliorer la qualité des soins. Et chaque kit solaire est estimé à 3 millions de francs CFA. C'est le CESCOM de la commune de Ségala, situé à 60 km de Caille, qui a été le premier bénéficiaire de ce projet d'électrification. Nos braves femmes qui désormais auront l'occasion d'accoucher dans un centre de santé au moins éclairé. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des ASACO, c'est de faire en sorte que cet équipement que nous avons mis à leur disposition puisse servir nos populations le plus longtemps possible. 82 CESCOM sont dans le besoin d'électrification. 30 CESCOM ont été retenus dans le cadre de ce projet. La difficulté qui s'est posée lorsqu'on a retenu les 82 CESCOM, donc il fallait faire un choix parce que l'enveloppe qu'on avait ne nous permettait pas de financer les 82 CESCOM. Donc on n'avait qu'une enveloppe qui pouvait prendre les 30 CESCOM. À ce moment, on a mis en place des critères et ces critères ont été partagés avec la direction régionale de la santé ainsi que les centres de santé de référence. Quant au maire de la commune de Ségala, Salif Konaré, il a remercié les initiateurs de ce projet qui, selon lui, permettra de sécuriser les accouchements assistés en milieu rural et les vaccins. Après la cérémonie de lancement, le président du conseil régional de Caille, Bandjoukou Diawara, et sa délégation ont visité les locaux électrifiés du CESCOM de Ségala, composés de 15 ampoules et d'un réfrigérateur. A rappelé que les travaux d'électrification des autres centres de santé en région de Caille prendront fin dans une semaine. Toujours en première région, le barrage de retenue d'eau de Kakadian dans la commune de Sadiola a été inauguré samedi dernier. Coût de réalisation, plus de 48 millions de francs CFA financés par les mines de Sadiola et de Yatela à travers le plan d'action pour le développement intégré PADI. C'est le 8e barrage réalisé dans la commune par les deux sociétés minières. Siaka Konate. Ce geste du directeur de cabinet du gouverneur de Caille, Kamankane, et du tout nouveau directeur général de la mine d'or de Sadiola, André Straidom, ouvre à l'exploitation le barrage de retenue d'eau du village de Kakadian, situé à une vingtaine de kilomètres de Sadiola. L'ouvrage a été réalisé par le plan d'action pour le développement intégré PADI pour plus de 46 millions de francs CFA, financé par les mines de Sadiola et de Yatela. La contribution de la population étant de plus de 2 millions, d'une longueur de 290 mètres, il comprend 2 déversoirs, respectivement de 14 mètres et de 33 mètres, le tout pour une superficie irrigable de 6 hectares. Le barrage de retenue d'eau de Kakadian permettra la culture de contre-saison dans les bas-fonds aménagés, le rehaussement de la nappe phréatique, la réalisation de certains travaux domestiques et l'abreuvement des animaux. Le barrage de Kakadian est le 8e ouvrage réalisé par les PADI dans la commune de Sadiola, toute chose qui participe de la volonté des sociétés minières à aider la commune à atteindre l'autosuffisance alimentaire et contribuer à son développement. This is a clear display of our being CMOS. Ceci est le témoignage de la valeur de CMOS, qui est de faire en sorte que les populations soient plus nanties qu'avant l'avènement des mines. Nous sommes engagés à développer les communautés dans lesquelles nous vivons pour avoir un meilleur avenir. Parlant de la crise au nord du Mali, le responsable de la CEMOS a souhaité que notre pays retrouve rapidement son intégrité territoriale.
Quant au maire de la commune de Sadioula, il a salué l'appui de la CEMOS aux autorités communales dans la mise en œuvre de leur programme de développement économique et social. La CEMOS qui a offert 200 casques à la commune de Sadioula en recevant symboliquement les dons des mains du DG de la société minière, le directeur des cabinets du gouverneur a invité les motocyclistes à porter le casque pour se protéger. Sport football féminin, le coup d'envoi de la Coupe de la Renaissance a eu lieu samedi dernier au stade de Wanzin Koulibaly. Au total, 12 équipes de Saramagnan de Kati prennent part à ce tournoi. À la cérémonie d'ouverture, le FC Amazon de Bukasambougou a battu le Super Club de Kinzambougou, 4 tirs contre 3. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à 4 buts partout. Compte rendu de Assa Somari. Le coup d'envoi de la première édition de la Coupe de la Renaissance, parrainée par Fodé Keïta, a été une véritable fête et a réuni le monde du football féminin du Mali. Après le match de gala qui a mis aux prises l'ASAFOM, l'association des anciennes footballeuses du Mali, aux entraîneurs et présidents des clubs. Victoire de ces derniers 2-0. Ensuite, le défilé des différentes équipes, 13 au total, dont Saramagna de Kati et les 12 sont du district de Bamako. S'ensuit le mot de bienvenue du parrain. Le coup d'envoi symbolique est suivi de la rencontre inaugurale qui oppose deux équipes de pointure sensiblement égales, le FC Amazon de Boulkasobougou en blanc et le Super Club de Kinzambougou. 9e minute, le Super Club annonce la couleur par l'international junior Kadiatou Djourté. 1-0. Malgré les multiples tentatives des Amazones de Boulkasobougou, le score ne changera pas. Avant la reprise, la diva de la musique malienne Nafi Diabaté a émerveillé le public par sa prestation. Après cette pause musicale, le jeu reprend ses droits. Maïn Mounadjera, qui est rentré à la place de Bolo Sissé, remet les pendules à l'heure suite à une belle combinaison. 1-1. Les deux formations parviennent à marquer chacune 3 buts et à la fin du temps réglementaire 4 buts partout. Finalement, l'épreuve des tirs au but va sourire au FC Amazon de Boulkasobougou, 4 tirs contre 3. Super Club de Kinzambougou est éliminé de la compétition, tout comme Sirène de Sikoroni battue par Saramagna de Kati 1-0. Revenons dans le monde de la santé. La communauté mondiale célèbre le 14 novembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le diabète. Dans le monde, environ 374 millions de personnes sont diabétiques. Le thème de la lutte contre le diabète est quinquennal et porte cette année sur le droit des malades. Mais la maladie reste entourée au Mali de beaucoup de préjugés qui empêchent sa compréhension. Pour en savoir plus, Tessira Dambélé et Adama Diakité ont approché les spécialistes. Le diabète est une maladie résultant du fait que l'organisme ne produit pas ou produit peu d'insuline nécessaire à la digestion du sucre apporté par l'alimentation. Il ne s'agit pas du sucre d'usine que nous consommons tous les jours, mais de celui que toute alimentation contient. Selon une étude réalisée en 2010 et n'ayant pas concerné la région de Kidal, la prévalence du diabète se situe entre 4 et 5% au Mali. Une pathologie entourée de préjugés. Selon le premier, le diabète serait lié à l'excès de consommation du sucre industriel. C'est seulement le métabolisme de sucre apporté par l'alimentation qui ne se fait pas convenablement qui entraîne le diabète. Ça amène à parler des autres causes qui sont, par exemple, l'âge. L'âge avancé peut être une cause de survenue du diabète. Il y a l'hérédité qui peut être cause de survenue du diabète. Il y a les changements de mode de vie, par exemple la sédentarisation. Maintenant, les gens sont de plus en plus sédentaires, soit derrière la télé, derrière les écrans d'ordinateur, dans les véhicules. Les gens sont beaucoup plus sédentaires. Maintenant, ils ne font pas d'exercice physique, ils ne font pas de sport. Ça peut entraîner une perturbation du métabolisme du sucre au niveau de l'organisme. Et il y a l'obésité aussi qui peut entrer en ligne de compte. La prise excessive de poids peut amener le diabète. Dans tous les cas, le pancréas est incriminé. Soit l'insuline que le pancréas produit
n'est pas suffisamment utilisée par l'organisme, soit l'insuline n'est même pas produite par le pancréas. Cela amène à classer le diabète en type insulinodépendant où le patient doit lui-même apporter de l'insuline et en type où la maladie est liée à une utilisation non efficiente de l'insuline par l'organisme. Deuxième grand préjugé, c'est quand on estime qu'on est à l'abri de la maladie parce qu'on n'a pas de parents diabétiques. C'est la méconnaissance du métabolisme de l'organisme et c'est la méconnaissance de l'origine du diabète qui pousse à dire que mon père n'est pas diabétique, ma maman n'est pas diabétique et pourquoi moi je serais diabétique. Ça étonne souvent quand nous faisons le diagnostic du diabète chez certains qui disent « Ah, docteur, c'est vous qui m'avez fait diabétique, sinon moi je ne suis pas diabétique parce que je ne l'ai pas connu. Mon père n'est pas diabétique, ma maman n'est pas diabétique, même mon grand-père. » Ça, c'est des considérations erronées parce que le diabète peut être déclaré chez le fils alors que le père est dans certaines conditions qui ne sont pas favorables à la déclaration du diabète, à la survenue du diabète. Le diabète peut survenir chez l'enfant alors que la maman n'est pas dans des conditions de survenue du diabète. La maman peut faire ses exercices physiques et la maman peut être dans certaines conditions qui ne favorisent pas la survenue immédiate du diabète. Alors qu'elle peut avoir des gènes du diabète qu'elle transmet à son enfant et l'enfant fait le diabète alors la maman ne l'a pas. Troisième préjugé, c'est de croire qu'on peut traiter définitivement un diabète diagnostiqué. Les gens pensent toujours que l'on peut guérir de son diabète complètement. Non, non, non. On peut stabiliser le diabète et mener sa vie normalement comme les autres le font. Il suffit seulement de changer de mode de vie et ne pas être sédentaire, faire de l'exercice physique et considérer qu'on est diabétique et ne pas tomber dans les interdits. Sinon, dire que je guéris complètement de diabète une fois scientifiquement établi, non, non, non. C'est là qu'il convient de faire la différence entre le diabète et une hyperglycémie passagère comme après un repas copieux, mal digéré ou chez une femme enceinte. En tout cas, l'expression que les spécialistes préfèrent, c'est vivre avec son diabète. Cela suppose des exercices physiques, un régime alimentaire et un suivi médical régulier. Ajoutons que dans les régions du Mali, il y a de plus en plus de structures qui prennent en charge le diabète. Le ministère de la Santé, à travers la Direction nationale de la santé, est en train de former des médecins dans la prise en charge du diabète dans les différents centres de santé. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal des formations avec Nyanya Alou Traoré. Demain, 10h-13h, Sira Bakili. Je vous retrouve dans les éditions du soir. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir.